Merci, à toutes et à tous de nous rejoindre. Nous sommes, ravis de vous accueillir ce matin pour, le premier webinaire Mobilité internationale qui vient adresser le sujet de l'environnement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Cerisier, responsable marketing d'Expatéo et je vais animer, ce webinaire ce matin. Alors, pour votre information, ce webinaire est enregistré. On vous fera parvenir, les liens vers, la vidéo. Et vous pourrez faire la demande de la présentation si vous souhaitez la recevoir. Voilà, on ne va pas l'envoyer en grand nombre, mais voilà, si vous souhaitez la recevoir, on vous l'enverra avec plaisir. Alors, en préambule de ce webinaire, je voudrais dire combien il est important pour nous ce matin de porter ce sujet. Alors, tout d'abord, à titre personnel, et certains d'entre vous le savent, mais aussi pour toute l'équipe d'Expatéo qui se veut être moteur et partie prenante sur le sujet pour accompagner la réduction d'impacts environnementaux sur notre secteur. Alors, c'est un petit peu l'idée du colibri, c'est-à-dire que chaque engagement, chaque action compte. Et voilà, nous avons décidé aussi de prendre notre part à notre niveau et de participer activement à l'évolution des pratiques. Donc, dans ce cadre-là, j'ai l'honneur d'accueillir ce matin pour accompagner ce webinaire alors Claire Pinatel, qui est la CEO d'Expatéo. Bonjour à tous et enchantée, ravie d'être parmi vous. Alors oui, vous pouvez évidemment ouvrir vos micros pour vous présenter. Donc Philippe Miraud, qui est directeur général de Groupe Iron International. Bonjour, enchanté de participer. Emmanuel Malinconi, qui est responsable mobilité internationale de Air Liquide. Bonjour à tous. Comme Philippe et comme tout le monde, je suis ravie d'être là ce matin. Et Barbara Detignecki, qui est front officer chez Air Liquide également. Bonjour à tous. Alors, ce webinaire, pour vous donner une idée de l'organisation, c'est un webinaire qui est organisé en 2 parties. Donc, nous avons la première partie ce matin qui a un focus qui est dédié sur le contexte et la problématique pour la mobilité internationale. Et il y aura une seconde partie qui sera organisée avant l'été et qui sera dédiée sur les actions mise en œuvre ou à mettre en œuvre pour accompagner sa réduction d'impact. Alors pour ce matin, voici le programme. Nous parlerons notamment avec Claire du contexte général et de la problématique sur le secteur de la mobilité internationale. Nous évoquerons les principaux générateurs d'impact de la mobilité internationale, notamment avec Philippe. Nous parlerons de la prise en compte de l'enjeu environnemental. Où en sommes-nous aujourd'hui avec un partage de notre enquête qui a été réalisée l'année dernière. Et nous prévoyons un temps d'échange avec notamment Barbara et Emmanuel sur les avancées et les réflexions sur le sujet au sein des équipes mobilité internationale. Donc, nous allons pouvoir commencer avec une présentation du contexte. Et là, je vais laisser la parole à Claire Pinatel. Donc oui, effectivement, à charge pour moi ce matin de vous parler de la partie la plus amusante de ce sujet, à savoir la partie réglementaire. Mais c'est important pour donner un petit peu le cadre de nos discussions. Donc effectivement, ce matin, on va se concentrer plus spécifiquement sur l'un des 6 objectifs européens en matière environnementale, à savoir l'atténuation de l'impact du changement climatique, car quand on parle de mobilité internationale, c'est principalement celui-ci qui est en jeu. Alors, au niveau déjà, premier cadre sur nos engagements, je passe rapidement sur l'accord de Paris qu'on connaît tous, qui date de 2015, qui effectivement a fixé un objectif de maintenir le réchauffement climatique bien en deçà des plus de degrés, voire si possible des 1,5 degré. Bon, on sait qu'entre-temps, nous avons eu la COP26, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, moins connu, c'est le Pacte vert européen, le Green New Deal, qui a réaffirmé l'objectif de neutralité carbone pour 2050 et un objectif de réduction à l'échelle européenne de nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030,
par rapport à 1990. Et pour ce faire, il y a un premier paquet législatif assez important qui a été voté en juillet 2021 et dont il va falloir suivre les impacts parce que c'est le premier d'une série. Alors ensuite, si on s'intéresse plus spécifiquement à la thématique des bilans de gaz à effet de serre, il faut savoir que depuis 2010, depuis la loi Grenelle 2 en France, il y a une obligation qui pèse sur les entreprises de plus de 500 salariés de réaliser des bilans de gaz à effet de serre, et ce, tous les 4 ans. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est sur la slide suivante qu'effectivement, ce bilan de gaz à effet de serre, qui est obligatoire, alors déjà, il s'agit d'un diagnostic des émissions en vue d'identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. Il est à différencier du bilan carbone dont on entend tous parler par son périmètre, puisque l'obligation porte sur le scope 1 et le scope 2. Alors, ça veut dire quoi? Le scope 1, c'est les émissions directes qui sont donc émises par l'ensemble des installations de l'entreprise et la flotte de véhicules dans l'utilisation d'énergie fossile. Donc, typiquement, ça va être du chauffage via l'énergie fossile, le carburant pour les véhicules. Ça, c'est le scope 1. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes associées à l'énergie. Donc, c'est toutes les émissions qui sont liées à la consommation électrique, d'électricité ou les réseaux de chaleur et froid de l'entreprise. Donc, l'obligation, elle porte que sur ce scope 1 et sur scope 2. Et à la différence du bilan carbone, il n'y a pas le scope 3, qui sont les autres émissions indirectes. Et je dirais, pour la plupart des entreprises, c'est là où finalement, il y a l'essentiel des émissions qui apparaissent. Donc là-dedans, vous allez avoir la supply chain, vous allez avoir les achats de prestations et de services, vous allez avoir la gestion de la fin de vie du produit et les déplacements des salariés. Donc, c'est effectivement dans ce scope 3 que nous avons le sujet de la mobilité internationale qui est inclus. Et donc, aujourd'hui, la réglementation n'inclut pas ce scope 3, mais comme nous allons le voir, c'est en train d'évoluer. Au-delà de cette obligation sur le bilan de gaz à effet de serre, il existe aussi une obligation sur les reporting extra-financiers. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des déclarations de performance extra-financière. Donc, en fait, c'est un document qui permet à une entreprise de préciser l'ensemble des actions qui vont être déployées sur le champ environnemental, social, sociétal et de gouvernance liées à ces activités. Et il faut savoir que ces documents, ils sont beaucoup plus complets que les anciens rapports RSE en matière environnementale, en matière d'action environnementale. Ces documents, ils sont aussi réalisés de façon annuelle par rapport au bilan de gaz à effet de serre, comme on le voyait tout à l'heure, qui était obligatoire tous les 4 ans. Et ce document, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Alors après, il y a des petites différences sur les critères de chiffre d'affaires et bilan en fonction qu'il s'agisse d'une société cotée ou non. Et cette obligation, en fait, elle est issue de la transcription d'une directive européenne qu'on appelle la directive NFRD et qui va être remplacée prochainement par la nouvelle directive européenne CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va être applicable à partir de 2024 sur la base de l'exercice 2023 et qui va rendre cette obligation de reporting annuel plus large parce que ça va être élargi aux entreprises de plus de 150 salariés et les reportings vont être encore plus détaillés. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les pratiques en matière de DPEF, parce qu'en fait, il y a un rapport qui a été fait par EY et Deloitte à la demande du MEDEF, qui étudie un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux DPEF. Et on s'aperçoit que les 75% des entreprises qui ont été interrogées, donc ces 100 entreprises du SBF 120, incluent dans leurs objectifs des objectifs de réduction des émissions sur ce fameux scope 3. Ce qui veut dire que même si ce n'est pas une obligation, aujourd'hui, les entreprises s'engagent et mettent des objectifs et des plans d'action sur la réduction des émissions de scope 3. 2 exemples, Schneider Electric, qui a affiché un objectif de réduction de 35% de ses émissions du scope 3 d'ici à 2030, ou les aéroports de Paris,
qui a affiché un objectif de neutralité carbone à partir de 2030, y compris sur les émissions liées au déplacement professionnel des salariés. Donc, en conclusion, les entreprises sur cette partie-là, au-delà de l'obligation, se saisissent clairement de ce sujet et s'inscrivent effectivement sur la nécessité d'inclure ces fameuses émissions du scope 3. Et donc, les différents métiers, services support, vont être impliqués ou sont déjà impliqués dans la mesure en amont et dans la mise en œuvre des plans d'action. En conclusion de mon propos, je dirais pourquoi nous, professionnels de la mobilité internationale, on doit se saisir de ce sujet de l'impact environnemental. En fait, moi je les énumère, il y a 4 raisons. Premier, c'est l'engagement individuel. Bon, c'est comme ça que ça a commencé par Expatéo. On verra dans l'étude, ça commence souvent comme ça. Mais au-delà de ça, il y a effectivement cet enjeu d'anticiper l'évolution de la contrainte réglementaire. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une consultation pour un nouveau décret en France pour élargir l'obligation de bilan des gaz à effet de serre sur ce fameux scope 3. C'était une recommandation de la Convention citoyenne du climat. Mais c'est également aussi pour se mettre en conformité avec les stratégies CSR, RSE, développement durable, suivant comment vous les appelez dans vos entreprises respectives, comme on l'a vu, qui affichent des objectifs en la matière. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment, voilà, on parlait tout à l'heure d'enjeux du siècle, mais c'est donc un véritable levier aujourd'hui d'attractivité et de fidélisation des talents. Et en tant que professionnel RH, il est difficile de passer à côté. Donc, c'est pourquoi il nous semble aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, hein, c'est pour ça qu'il nous semble vraiment aujourd'hui essentiel que nous, professionnels de la mobilité internationale, on se saisisse pleinement du sujet, malgré voilà, les actualités, autres contraintes qui peuvent peser sur ce métier. Voilà, je vais laisser la parole à Sophie puis à Philippe. Merci Claire pour cette présentation du contexte qui nous entoure. Maintenant, nous allons entrer en profondeur dans le sujet en adressant voilà, la problématique sur le métier de la mobilité internationale. Pour voir quelle prise en compte de l'enjeu environnemental dans la gestion de la mobilité internationale. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Philippe pour présenter les pôles d'impact de cette mobilité internationale. Et puis, je présenterai dans un deuxième temps voilà, où nous en sommes aujourd'hui au niveau des pratiques. À toi, Philippe. Merci Sophie, merci Claire. Eh bien, écoutez, oui, dans la continuité de ce que Claire vous a dit, je vais essayer d'illustrer cela avec en particulier la partie déménagement international qui est, comme on l'a mis en évidence, la partie qui va générer le plus de rejet carbone. Alors, aujourd'hui, on a à disposition pour un certain nombre de nos clients, nous mettons à disposition des données à ce niveau-là. Comme le disait Claire, un certain nombre de clients ont pris des engagements précis sur ce qu'ils souhaitent faire au niveau de leur rejet carbone. Et notre rôle à nous, comme avec Expatéo, c'est de pouvoir mettre ces données à disposition des clients pour qu'ils puissent en faire effectivement une analyse, une étude, et pour pouvoir prendre ensuite les décisions qu'ils voudront prendre dans la manière qu'ils ont de gérer la mobilité de leurs collaborateurs. Alors sur la slide suivante, nous allons voir en fait le type d'outils qui peut être mis à disposition. Alors, il y en a un certain nombre sur le web. L'idée, c'est effectivement, avec Expatéo, que vous puissiez potentiellement avoir accès à un outil plus facile à maîtriser, qui puisse être intégré dans un système de gestion globale de la mobilité. Mais ces outils sont relativement précis puisqu'ils vous permettent, grâce à la géolocalisation, de pouvoir calculer du point de départ d'un déménagement. Admettons celui-ci, l'exemple là, ça part de Tokyo. Vous pouvez même déterminer la rue exacte et le numéro de la rue où ça va partir. Vous indiquez le mode de transport que vous allez utiliser. Dans ce cas-là, c'est un transport par bateau, par conteneur 20 pieds, et une destination finale avec là aussi un numéro et une rue. Là, il s'agit d'aller jusqu'à Saint-Denis, en France. Et un poids. Un poids, automatiquement, le poids du conteneur par rapport à la volumétrie va être rajouté.
et le système va vous sortir un rejet de CO2. Alors, vous avez deux méthodes de calcul. Vous avez ce qu'on appelle la well to wheel et vous avez la tank to wheel. La deuxième, tank to wheel, est celle qui est la plus utilisée, mais qui ne tient pas compte du fait que la matière que vous avez utilisée, le combustible que vous avez utilisé, il a fallu aussi produire du CO2 pour pouvoir effectivement aller l'extraire. Donc, c'est celle qui, par exemple, au niveau des véhicules électriques, d'un seul coup, ils se mettent aussi à rejeter un peu de CO2 parce que l'électricité, il a fallu la produire d'une certaine manière. Et donc, celle qui est la tank to wheel qui permet effectivement de dire, voilà, à partir du moment où vous avez le combustible dans votre réservoir, bateau, avion, camion, eh bien, vous allez consommer tant de tonnes de CO2 pour ce parcours-là. Alors, pour aller encore un peu plus en avant, je vais, sur la slide suivante, vous montrer un petit peu, c'est l'extrait d'un rapport que nous donnons à certains clients, la corrélation qu'il y a entre la tonne transportée et le rejet de CO2. Alors, comme vous pouvez tous vous en douter, plus le moyen de transport est rapide, plus le rejet de CO2 va être important, mais dans des proportions qui sont quand même assez importantes. Là, vous voyez par exemple sur du transport aérien, donc là on a des transports aériens qui sont faits entre l'Europe, les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient vers l'Europe, enfin un petit peu partout, donc on a une combinaison. On a transporté donc un nombre de tonnes relativement réduit, on était aux alentours de 3 ou 4 tonnes sur ces différentes expéditions, les expéditions aériennes restant des petites expéditions. Eh bien, nous avons un rejet par tonne de 4 tonnes de CO2 pour une tonne transportée. Si on prend la même chose en matière de route, donc de transport routier, là on a un transport Europe-Europe et un autre transport sur le continent Moyen-Orient vers l'Europe, et bien là, on n'est plus qu'à 120 kilos par tonne transportée. Donc, il y a quand même un rapport qui est assez important. Et puis finalement, le moyen de transport le plus lent, on est d'accord, mais celui qui permet de transporter une quantité extrêmement importante, puisqu'on a des unités qui transportent jusqu'à 23 000 conteneurs sur un seul navire, des bateaux qui font 450 mètres de long, et bien là, on tombe à 10 kilos par tonne transportée. Sauf qu'évidemment, le bateau, pour aller aux États-Unis, va mettre 3, 4, 5 semaines, et encore en ce moment, c'est un peu plus long. L'avion va mettre quelques jours entre le moment où l'eau est prise et le moment où il est livré. Donc, ces données, nous, on vous les livre brutes. Le choix que vous voudrez bien faire, vous, par rapport à la politique et à vos objectifs, il est vôtre. Mais notre objectif à nous, c'est évidemment de vous donner ces éléments en matière de mobilité internationale pour que vous puissiez décider de les intégrer, modifier ou pas votre politique de mobilité. Ça, après, ce sont des choses qui vous appartiennent. De notre côté, un certain nombre d'entre nous ont pris des engagements aussi en matière de responsabilité sociale et environnementale. On replante des arbres, on s'équipe de véhicules électriques, on fait des choses comme ça, mais effectivement, de toute manière, pour effectuer des déménagements sur de longues distances, voilà, les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui restent ceux qu'on vous a donnés là. Les compagnies aériennes et les constructeurs font de gros efforts pour essayer effectivement de réduire leurs émissions de CO2 avec des avions solaires, à hydrogène, électrique, enfin plein de choses sont possibles. Et vu la rapidité avec laquelle les techniques évoluent, je pense qu'on devrait, dans les 10 ans qui viennent, voir des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu comment, dans nos métiers de déménagement, on peut vous donner de l'information pour que vous puissiez les intégrer dans vos systèmes de décision. Merci beaucoup Philippe de ton éclairage. Je vais vous partager maintenant le résultat de l'enquête que nous avons faite l'année dernière, auquel certains d'entre vous ont répondu sur quelle prise en compte de cette question-là environnementale aujourd'hui dans la gestion de la mobilité internationale. Alors, vous avez été 46 personnes à répondre à cette enquête, dont 76% de professionnels RH
et 55% de ces 76% RH gèrent des flux de plus de 200 salariés en mobilité et 42% intègrent des Extended Business Trips dans leur périmètre. Alors, ce qu'on constate sur cette enquête-là, c'est que cette réflexion a émergé donc chez 28% des répondants, donc cette réflexion autour de l'impact environnemental de leur gestion, et que pour 45% d'entre eux, la prise en compte de cette question-là interviendra dans les 2 ans, et ensuite pour 29% d'entre eux, entre 2 et 5 ans. C'est-à-dire qu'on perçoit donc une prise en compte qui est encore pas majoritaire, mais en revanche, un développement croissant de cette prise de conscience. Au niveau des évolutions envisagées, 34% des personnes interrogées estiment que la prise en compte de ces enjeux aura des impacts sur leur gestion de la mobilité internationale, avec trois types d'évolutions envisagées. Une baisse de la fréquence des déplacements en business trip, une évolution des politiques de mobilité internationale vers des solutions plus responsables, et éventuellement un indicateur inclus dans les critères de décision. Donc voilà pour les propositions et les évolutions qui sont remontées. Au niveau de l'engagement, on constate, alors bon, il y a peut-être le biais aussi que ce sont les personnes qui ont répondu à l'enquête, mais on constate tout du moins 91% des répondants qui souhaitent voir avancer cette question-là et d'adapter leur gestion de la mobilité internationale à cette problématique. Donc, ça fait écho à ce que disait Claire tout à l'heure, c'est quels sont les leviers d'action pour mettre en place et pour faire évoluer les pratiques. L'engagement individuel, évidemment, est un premier moteur pour pouvoir mettre les choses en place, et nous en discuterons certainement aussi tout à l'heure. Les besoins exprimés pour adapter les pratiques de mobilité internationale à la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc également, 3 propositions sont ressorties. Avoir accès à un référentiel pour chiffrer les alternatives et leurs impacts CO2. C'est ce que évoquait Philippe aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que si je fais un déménagement, est-ce qu'il vaut mieux prévoir de le faire en avion, en bateau, de combiner plusieurs modes de déplacement, etc. Donc avoir un référentiel, d'avoir une capacité pour mesurer et estimer l'impact carbone, et être mieux informé pour identifier les différents leviers d'action, et d'avoir des espaces d'échange aussi avec d'autres entreprises. Et voilà, c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous avons amorcé cette discussion et mis en place ce webinaire. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer à la dernière partie de ce webinaire. Donc, la slide suivante, nous avons Tionawit en backup. Donc, nous allons maintenant prévoir un temps d'échange et de discussion avec nos invités qui vont pouvoir partager aussi où en sont leurs réflexions sur le sujet. Donc, je vais vous proposer 3 questions et puis nos invités vont pouvoir y répondre. Donc, je vais laisser Emmanuel, Barbara et Philippe et Claire s'exprimer sur ces questions. Donc, la première sera, dans un premier temps, donc, que pensez-vous du constat qui vous a été présenté ce matin, et dans quelle mesure cela va impacter la gestion de la mobilité internationale selon vous? Alors, qui veut bien prendre la parole sur ce premier point? Je veux bien commencer pour poursuivre un petit peu ce dont j'ai parlé. C'est quelque chose qu'on sent, nous, prestataires, en matière de déménagement, de plus en plus fort chez nos clients. Il est prévu que nous installions systématiquement dans nos devis à venir dans le courant de cette année, c'est-à-dire que systématiquement, les gens qui feront appel à nos services obtiendront un devis avec une indication en fonction des modes de transport choisis du bilan carbone. Après, dans quelle mesure ça va impacter la gestion de la mobilité internationale? C'est clair que ça va avoir un impact parce que, effectivement, aujourd'hui, on se posait des questions
d'ordre, je dirais, plutôt technique ou liées directement à un coût financier, aujourd'hui, on va intégrer une notion supplémentaire qui va être en rapport avec les objectifs globaux de la société. Quand vous avez 200, 300 expatriés à gérer, voire plus, et qu'il y en a un tiers qui bouge tous les ans, parce que c'est en général comme ça que ça se passe à travers le monde entier, le bilan carbone global est quand même assez conséquent. Et très certainement, on va aller vers des solutions peut-être qui vont intégrer un peu moins de mouvements ou des mouvements différents, des enveloppes données, des choses comme ça, pour limiter peut-être les mouvements lorsque cela est possible. Très bien, merci Philippe de ton éclairage. Emmanuel ou Barbara, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question ou on passe à la suivante? Alors, chez Air Liquide, c'est dans l'ADN de notre groupe, en fait, cette empreinte carbone. Et c'est vrai que nous, on vit dans cette problématique et dans cette préoccupation-là au quotidien. Et donc, tout simplement, ça s'est transposé sur la mobilité internationale de façon très logique. Et puis, c'est venu aussi de l'engagement individuel de chaque personne à la mobilité. Aujourd'hui, on est 12 chez nous à la mobilité internationale de Paris. Et c'est vrai que ça émane d'un peu de chaque personne individuellement, cette envie de se projeter sur cette empreinte carbone. Et c'est tout simplement qu'on est dans une perspective là de refonte de notre politique internationale au sens large, due aux conditions sanitaires, l'évolution géopolitique, etc. Et donc, il nous semblait à tous et toutes de la mobilité internationale très important de remettre cette empreinte carbone et ces préoccupations-là au centre de nos réflexions. Vraiment. Barbara, si tu veux compléter, qui toi le vis au quotidien. C'est exactement ça. Donc, dans contexte favorable est là, donc parce que Air Liquide a dévoilé des objectifs très ambitieux de neutralité carbone à horizon 2050. On s'est engagé à commencer à réduire des émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025 et faire baisser de 33% des émissions de CO2 des scopes 1 et 2 mentionnés d'ici 2035 par rapport à 2020. Donc, les objectifs sont là, ils sont bien posés. Et certes, il n'y a pas des obligations de réduction concernant le scope 3 pour l'instant chez nous. C'est pour ça que, en fait, c'est plutôt initiative ascendante de, en fait, porter un pierre à immeuble dans cet édifice. Donc, on a bien amorcé la discussion et mené la réflexion en engageant pas uniquement nos collègues, mais aussi nos partenaires de business et de RH pour savoir quel est le degré de maturité, quels sont les besoins. Et on voit qu'en fait, le degré de compréhension de cette thématique n'est pas le même selon les géographies. En fait, notre mobilité internationale, c'est global. On couvre toutes les régions possibles du monde. Et c'est vrai qu'en Europe, cette maturité est beaucoup plus tangible que par exemple en Afrique ou Amérique du Sud. Mais néanmoins, on est tous prêts à mobiliser en fait de faire quelque chose. Donc, présenter un peu plus tard concrètement qu'est-ce qu'on a envisagé. Merci Barbara et à tous pour cette première réponse. Donc, nous allons passer à la question 2. Donc, cette réflexion sur la réduction des impacts, donc qui vient faire le lien, ce que vous avez dit précédemment, donc elle a émergé dans vos organisations. Voilà, vous avez parlé de l'engagement individuel, mais quels ont été les moteurs en fait de cet engagement? Quels sont les leviers pour prendre la suite de ce que vous disiez? Non, les leviers, on a regardé. Alors, on a commencé parce que on est vraiment aux prémices de cette discussion et on est en train d'élaborer un petit peu la stratégie qu'on va mettre en place autour de tout ça. Mais c'est vrai qu'un des leviers, Philippe en parlait très bien tout à l'heure, on a quelque chose à faire au niveau des déménagements, ça c'est certain, au niveau vraiment de la mobilité physique. Voilà, et on est en train de regarder aussi dans le process d'expatriation au sens large, comment on pourrait
intervenir tout au long du process pour que on ait cette empreinte carbone toujours en tête et qu'on arrive à la transmettre à nos expatriés. Ça, c'est vraiment très fort. Et c'est pour ça, je le disais au début, c'est vraiment au cœur de notre réflexion. On va, dans les prochains mois, enfin, prochaines semaines plutôt, faire de ce projet-là un projet à part à la mobilité internationale, définir la stratégie, regarder avec nos partenaires, nos expatriés aussi qui prendront part à cette réflexion, comment est-ce que c'est faisable? Parce que le but, c'est pas de se dire on va faire ça et qu'après ça soit coûteux ou que ce soit impossible à mettre en place. Donc vraiment, on veut intégrer toutes les parties prenantes dans cette réflexion pour que demain, tout le monde soit gagnant, et le business, et nos partenaires RH, et nos expatriés également. Vraiment. Oui, effectivement, pour compléter tout ce qu'a dit Emmanuel, en fait, on observe que le sujet n'est pas uniquement la cause générationnelle qu'on s'est souvent médiatiquement présenté, en fait, mais ça suscite l'engagement de gens de l'âge différent. Notre première action, on a déjà pris, en fait, notre première action, donc, elle était très bien accueillie par les expatriés et par nos partenaires RH. C'était en fait la digitalisation, en fait dématérialisation de la grande majorité de documents que nous produisons. En fait, chaque équipe iMob est conscient vraiment à quelle quantité de documentation en fait papier était en fait nécessaire pour engager le processus de la mobilité internationale, mais c'est moins maintenant on a fait ces premiers pas. Il reste néanmoins beaucoup d'autres à faire, donc on s'est mis à cette réflexion plus approfondie, concrètement sur des modalités d'utilisation de certains de nos bénéfices d'expat pour pouvoir introduire les solutions plus responsables sur la base de volontariat. Parce que c'est ça aussi la question, en fait. À ce moment historique, je pense, cette thématique, en fait, c'est la question d'accompagnement, d'évolution évolution psychologique, je pense, de beaucoup de gens, en fait, vers ces plus grandes responsabilités. Donc, c'est notre approche vraiment positive et on ne veut pas alors créer des contraintes ou a priori réduire le confort des expatriés en mettant en place de certaines règles très, très strictes. Notre approche, c'est plutôt d'inciter, d'encourager et de proposer des solutions qui apportent quelque chose. Mais c'est notre choix préliminaire, si je peux dire. Merci beaucoup Barbara et Emmanuel pour cet éclairage sur la mise en place de votre réflexion et ces premières étapes que vous passez. Vous faites partie des entreprises un petit peu précurseurs sur le sujet. Alors nous allons passer à la question 3. Auquel vous avez déjà répondu. L'idée, c'était d'accompagner votre propos. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui sur le sujet? Vous avez déjà commencé à en parler. Philippe également, de ce que tu allais mettre en place aussi cette année. De quoi auriez-vous besoin pour pouvoir accompagner votre réflexion ou aller plus loin aujourd'hui? Je crois qu'on le disait tout à l'heure, c'est vrai que nous, aujourd'hui, de pouvoir mesurer cette empreinte carbone et puis de se dire quels vont être nos impacts et de pouvoir les chiffrer, ça donne toujours plus de sens et ça résonne toujours plus chez nos interlocuteurs. Donc, c'est vrai et ça permettrait d'engager tout le monde, je pense. C'est ça, on envisage en fait beaucoup de développer des partenariats et c'est ce que Philippe a dit, c'est énorme. Leur rôle de prestataire à gérer est énorme. Et c'est un des axes que nous identifions d'action, c'est de développer des partenariats et d'inclure dans nos contrats existants des solutions alternatives au déménagement classique, surtout déménagement aérien très polluant. Donc, quel type de solution? En fait, solution visant à limiter le nombre des objets personnels gardés ou destinés au transport, par exemple. Nous voudrions, par exemple, mieux assister nos expats en préparation de déménagement, en ouvrant la possibilité de recycler, de donner ou vendre des meubles entre les expats ou aux associations. Ça, c'est quelque chose lié aussi
à démarche plus éco-responsable. Après, dans notre politique, il y a, donc, comme je mentionnais, en fait, c'est première idée, c'est d'associer les sujets de mobilité plus écologiques avec la plus grande flexibilité de certains de nos avantages expats. Concrètement, on a sélectionné des bénéfices dont les modalités d'utilisation peuvent être plus écologiques. On a imaginé les solutions alternatives vertes qui peuvent être proposées sur la base de volontariat aux expatriés. Et chaque choix de ce type sera primé soit financièrement, soit de façon qualitative. À titre d'exemple, on pense d'accorder un billet de train additionnel, donc un home leave additionnel, à ceux qui choisiront le train en tant que moyen de transport de leur home leave, par exemple. Ou de remplacer les voyages de reconnaissance classiques, qui, bien sûr, qui est organisé souvent par avion, qui dure 5 jours, son seul hôtel, c'est le trajet. Donc, par présentation virtuelle, qui ouvrira la porte aux 3 jours de congés supplémentaires sur place pour donner le temps en pays d'accueil à la recherche de l'appartement de l'école. Donc, en fait, ça, c'est une proposition. Ça ne va pas être, en fait, uniquement la seule possibilité, mais une alternative à un voyage de reconnaissance classique. Et voilà, donc ce sont des exemples. Et finalement, le troisième axe, c'est bien sûr les recours, si possible techniquement. On est vraiment au début de cette évolution. À la transportation d'abord ferroviaire, ça c'est facile en Europe, mais très limité au niveau géographique. Par contre aussi, évidemment, dans notre groupe, on pense aussi d'élargir quand même la flotte de voitures hydrogène pour nos expats, pour nos business travelers. Donc voilà, c'est un des axes qui surtout requérera beaucoup de coopération, de synergie entre départements dans notre groupe et des moyens financiers. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est ça en fait, de cette capacité de mesurer. On a besoin de mobilisation de beaucoup de partenaires internes et externes. Oui, on a besoin d'engager davantage, je pense, tout le monde autour de cette idée. Je veux juste rebondir sur ce que Barbara vient de dire pour confirmer que le monde du transport a intégré, et les constructeurs aussi ont intégré cette notion, bien évidemment. Certains constructeurs comme Renault ont pris des engagements très très forts sur le type de véhicules qu'ils vont produire d'ici les années 2030. Il n'y aura plus de véhicules diesel, par exemple, pour les véhicules légers, hein, j'entends. Le problème reste les véhicules lourds. Effectivement, vous avez parlé d'hydrogène et je peux le comprendre. L'hydrogène est un sujet extrêmement important et une source au niveau du transport de carburant pour le transport de l'avenir qui est étudiée de très 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 près par beaucoup de gens. Un certain nombre de véhicules poids lourds commencent à être produits qui n'ont pour l'instant que des autonomies, qui n'ont qu'une utilité, je dirais, avec un rayon de 100 ou 150 km autour d'une base. D'abord parce qu'on ne peut pas s'approvisionner en hydrogène ou en électricité aussi facilement pour les poids lourds. Mais je pense que dans quelques temps, des constructeurs du type Iveco, par exemple, qui sont assez en avance là-dessus, vont développer des véhicules qui vont leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Idem pour les avionneurs, hein, ils sont aussi très, très, très en amont de tout ça. Quant au transport maritime, qui reste, encore une fois, le moins polluant, mais avec les contraintes que vous connaissez de temps, donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans vos politiques. Là aussi, le développement de voiles extrêmement techniques, c'est quelque chose qui est au goût du jour. Les moteurs ont réduit leur consommation de manière extraordinaire. L'évolution a été très, très forte et c'est des bateaux qui font plusieurs centaines de milliers de chevaux. Et tout ça, dans les 5 à 10 ans qui viennent, parce que c'est quand même, ça demande un petit peu de temps, va nous aider, à vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez dans ce domaine-là.
Bien, merci Emmanuel, merci Barbara, merci Philippe, voilà, d'avoir partagé votre temps et vos réflexions et vos expertises pour répondre à nos questions. Alors, nous allons passer maintenant à la conclusion et ensuite, nous garderons 10 minutes, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions, si vous avez des questions particulières. Voilà, nous sommes complètement à votre disposition. Donc, pour conclure ce webinaire, ce que nous avons vu, c'est que cette réflexion sur les impacts environnementaux de la mobilité internationale émergeait au sein de la communauté mobilité internationale, même si elle reste encore assez peu adressée. Certaines équipes, comme l'ont montré Emmanuel et Barbara, marquent leur avance sur le sujet et commencent déjà à faire évoluer leurs pratiques. Nous, ce qu'on a pu observer par différents biais, par des entretiens, etc., c'est que 3 types de mesures se dessinaient dans ce qui pouvait être mis en place au sein des services mobilité internationale. Des mesures incitatives pour encourager les salariés à faire des choix qui soient plus moins impactant pour l'environnement. Des politiques qui préfèrent mettre en place des mesures contraignantes aussi, en limitant soit le nombre de déplacements ou en limitant de façon mesurée les impacts, et des mesures de responsabilisation, c'est-à-dire certaines entreprises qui souhaitent informer au maximum et donner un maximum de transparence également à leurs salariés pour leur permettre de pouvoir faire des choix tout en responsabilité sur cette question. Donc, voilà ce que nous voyons émerger. La deuxième partie de notre webinaire qui sera organisée avant l'été, je vous en ai parlé tout à l'heure, portera sur ces différentes mesures. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à nous poser. Et puis, je remercie déjà nos invités. Alors, les questions, vous pouvez nous les poser à travers le chat, si vous le souhaitez. Et si jamais vous n'en avez pas, on aura terminé dans les temps, ce qui est pas mal aussi. Alors, je voyais des gens écrire, mais je ne vois pas les questions. Je vais les lire. Elles sont effectivement à destination de la première de Barbara et d'Emmanuel, de Julien Coupard d'EY. Bonjour, percevez-vous une adhésion de vos salariés mobiles à vos initiatives en matière environnementale? Perçoivent-ils cela comme une contrainte ou bien sont-ils peut-être parfois moteurs sur le sujet? Alors, une adhésion de nos salariés, comme je le disais, c'est vrai que chez Air Liquide, c'est dans l'ADN et dans la mentalité, la politique de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a de façon globale, on a des gens qui sont plutôt moteurs et qui sont plutôt engagés sur les sujets. Le but pour nous derrière, c'est effectivement qu'à aucun moment ils perçoivent ça comme une contrainte. Je pense qu'on a une vraie valeur à ajouter sur ce sujet. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réflexion collective. C'est vraiment pour que ce soit fait et que ce soit un engagement et que c'est du sens pour tout le monde. Non pas pour les gens de la mobilité, mais surtout pour nos expatriés. Ok, très bien. Merci Emmanuel. On a une deuxième question d'Inigo Lopez de Bicortex Langage qui voudrait savoir ce que vous pensez de l'ISO 14001 qui est pour rappel la norme sur le management environnemental. Est-ce que c'est important pour les entreprises qui fournissent des services dans la global mobility? Donc je pense qu'il fait référence effectivement notamment parce qu'un des leviers pour agir, c'est effectivement aussi dans l'achat de prestations, de services, d'inclure dans les appels d'offres et autres des éléments de critères de décision sur effectivement le côté exemplaire de vos prestataires. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que des normes du type ISO 14001 ont un impact pour vous? Alors, chez Air Liquide, effectivement, dans tous nos appels d'offres, c'est un paragraphe vraiment important qu'on met dans nos différents appels d'offres. Pas que au niveau de la mobilité internationale, d'ailleurs. Et Philippe, ton micro est coupé, mais je crois que c'est déjà aussi le cas sur tes sujets. Si tu peux activer ton micro, mais tu es déjà soumis à ce type de…
Oui, ben, bien évidemment, nous, on est en prise directe avec ces problèmes environnementaux puisque, par essence, nous utilisons des moyens qui sont plutôt polluants. Mais l'ISO 14001, je pense, n'est pas suffisant pour démontrer la volonté forte du prestataire de vouloir faire des efforts en matière de RSE. Je pense qu'une norme comme EcoVadis est quelque chose qui prend un scope un peu plus large dans la politique volontariste des sociétés de vouloir faire quelque chose à ce niveau-là. 14001 va justifier qu'il y a un certain nombre de normes pour éviter que nous, en cas de problématique, il y ait une pollution extrême qui soit prise. Mais ça ne nous contraint pas à utiliser des moyens de transport moins polluants. On va regarder votre parc de véhicules. Est-ce que vous avez des véhicules électriques? Oui, on a des véhicules électriques, etc. Mais la norme EcoVadis est quelque chose qui, je pense, et qui devient de plus en plus dans les appels d'offres aussi, on le voit, une demande, en tout cas d'avoir une notation par EcoVadis, un moyen complémentaire et plus large d'avoir un sentiment sur l'impact et l'implication environnementale des prestataires. Merci pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions a priori et personne n'est en train d'écrire, donc probablement que nous n'avons pas d'autres questions. Alors oui, nous allons pouvoir conclure. Alors évidemment, donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger sur ces sujets-là. Et puis certains, voilà, j'en contacterai aussi certains d'entre vous. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons donc le lien a priori dans la journée. Et si vous souhaitez le support de présentation, merci d'en faire la demande. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. On est ravis d'avoir amorcé ce sujet cette année avec vous. Et puis, on sera ravis d'échanger et de vous inviter pour la seconde partie de ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.